Hongiri malonel we wanga. Hongiri malonel we wanga. Woyo lekela mboka wolo take tumba. Okongo wone wote woko temela nchoka nyololo take tumba. Maningando ekolare. Hela kensambeta aluyela o ekono. Hongiri malon. La République démocratique du Congo vous ouvre ses portes à travers son majestueux fleuve Congo. Du 26 au 30 juin 2021, la RDC abritera le premier festival touristique dédié à la valorisation de son trésor bleu au cœur du continent africain. Conférences, danse, musique, arts plastiques et culinaires, un ensemble d'éléments qui s'y greffent au fleuve Congo, embellissant ainsi une culture diversifiée dans un pays aux allures d'un continent. Toute une nation se lève pour magnifier le site féerique d'un fleuve de légende, de mémoire et de promesses. Le festival Congo River, une ode de gratitude au puissant fleuve Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, tous ont vos titres et qualités. Honorable député, Excellence Monsieur le Ministre national du Tourisme, Monsieur Modero Ntimba. Je ne saurais démarrer cette allocution introductive de la conférence scientifique sans vous remercier de votre accompagnement et de votre présence. Patchwork harmonieux des données immatérielles et matérielles, la culture liant sociale qui participe à la cohésion nationale est un giga phénomène dynamique. Magma visible de l'identité d'un peuple, elle dévoile son âme profonde et porte ainsi une force spirituelle à même de transformer positivement une société. Portés par ces convictions fortes, nous nous sommes engagés dans l'entrepreneuriat culturel. À titre individuel, j'ai créé le label New Concept Management qui soutient l'innovation artistique et en collaboration avec des amis, particulièrement l'honorable Atos Nogbassi, j'ai œuvré dans divers projets culturels. C'est dans cette quête de créativité artistique et culturelle qui a germé un beau jour l'idée d'un festival dédié au majestueux fleuve Congo. À tout seigneur, tout honneur, à Dieu, maître des temps et de circonstances, nous voudrions en prémisse rendre grâce pour ce don incommensurable qu'est ce fleuve des légendes, de promesses et d'espérance. Le fleuve Congo est un fleuve des légendes où se mêlent récits mythiques et réalités historiques. Entre les contes féeriques où trône une Mami Wata, tour à tour terrifiante et aimante, retentit en plein orage les cris des guerriers azandais où des combattants étaient là défiant les canons et mitrailleuses de la colonne d'Ani. Plus longue autoroute naturelle de notre pays, sillonnant le pays du sud vers le nord et de l'est à l'ouest, le puissant fleuve Congo central cimente société globale du Grand Congo dans les mailles des affluents situés de part et d'autre de la ligne de l'équateur. Cette situation privilégiée confère au fleuve Congo une certaine stabilité au niveau débit dont la puissance est décuplée au contact des chutes qui s'amoncellent vers son exutoire ouest dans l'océan Atlantique. Inga 1, Inga 2, aujourd'hui on parle de Inga 3, et des micro-barrages à multiplier sur l'ensemble des rivières et affluents du bassin du Congo. Demain, Grand Inga, le plus grand barrage hydroélectrique jamais construit dans le monde, capable d'éclairer toute l'Afrique.
Promesse, mirage, utopie ou illusion, nul n'est prophète, mais une chose est sûre, nous n'avons pas encore su tirer le meilleur profit du trésor bleu dont le Très-Haut a gratifié notre pays, le Congo. Aussi, avions-nous, à travers un festival créatif et éducatif, sensibilisé la population sur cette manne naturelle qu'est Congo River et l'impérieuse nécessité de la sauvegarder pour notre bien-être à tous et pour celui des générations futures. En notre vocation d'acteur culturel, nous sommes le relais naturel de la parole publique lorsqu'elle a pour finalité la protection des vies de nos citoyens. Dans cette optique, nous avons décidé de reporter le volet festif du Festival Congo River à une période plus propice du point de vue sanitaire et de démarrer d'abord avec la conférence scientifique sur la sauvegarde des fleuves Congo. La nature de cette activité, restreinte au niveau de l'affluence, étant compatible avec les restrictions sanitaires prises par les autorités gouvernementales, va contenir 3 principaux thèmes, à savoir le fleuve Congo, son histoire et ses histoires, la pollution des eaux des rivières, les enjeux économiques du fleuve. Avant de donner la parole aux scientifiques, je voudrais du fond de mon cœur remercier chaleureusement toutes les personnes physiques et morales qui ont cru à ce projet et l'ont accompagné à chaque étape. Premièrement, le ministre national du tourisme, M. Modero Ntimba, le ministre provincial du tourisme, son Excellence, M. Lito Tengue, la grande chaîne de télévision TV5 Monde, qui fut l'une des premières institutions de notoriété internationale à croire en ce projet, à nous soutenir et à nous accompagner. La Fondation Ouidal, par entremise du ministre d'État, son Excellence Guillaume Ndomboyo, le dynamique et créatif député, l'honorable Ados Ndombasi, l'ami des moments difficiles qui m'a toujours relevé quand j'étais au bord de la déprime et de l'abandon. Aux informaticiens qui ont réalisé tous nos visuels et designé tous nos documents. Au jeune Gary Okende, infographe de grand talent qui a conçu le logo du Festival Congo River. À mon aîné Paris Batuela Diabanza, écrivain journaliste, le théoricien du jeune Gola, a contribué à densifier le concept. Allô. Merci. Détendez-vous, c'est le week-end quand même. Je constate que la répétition de mesures Covid essaye de crisper un peu notre manifestation. Nous avons droit à la vie, bien sûr, en respectant les mesures contre la Covid, l'économie blé et dépollution des eaux du fleuve Congo. Honorable député national, cher ami et frère, je suis très flatté aujourd'hui de venir lancer une initiative d'un Congolais jeune. On est beaucoup plus habitué à ce qu'on appelle les Congo bashing. Les Congolais ont perdu l'amour de leur pays en confondant les pays et les acteurs politiques. Parfois, à la place de critiquer les acteurs politiques, nous sommes beaucoup plus au devant en mettant les images négatives de notre pays. Et aujourd'hui, je suis très surpris d'un monsieur que je récite dans mon cabinet venir me parler de cette colonne vertébrale économique de notre pays et d'une manière écologique, parce que le tourisme ne peut vendre ses fleuves lorsque c'est propre. Merci beaucoup. Vous avez déjà mes félicitations avant le discours. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec beaucoup d'empressement et de plaisir que j'ai accepté l'invitation des organisateurs de présentes assises. De prime d'abord, je tiens à relever que le thème de cette conférence, à savoir l'économie blé et dépollution des eaux du fleuve Congo, est si interpellant pour le secteur du tourisme qui est confronté depuis quelques décennies à la problématique environnementale qui impacte sur la valorisation de la destination RDC. En effet, le fleuve Congo, considéré à juste titre comme colonne vertébrale du pays, consiste un des appels puissants, persistants pour les touristes, pour le tourisme dans notre pays. Deuxième fleuve le plus long d'Afrique,
Le fleuve Congo est à lui tout seul un attrait touristique inégalable. L'objectif de ces présences assises de mettre en exergue le potentiel touristique qu'offre le fleuve Congo tombe à point nommé. Dans le contexte actuel où la vision du gouvernement de la République est de faire du tourisme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie en créant des conditions propices en tant qu'industrie. La touristification du fleuve Congo à travers les différents randonnées et croisières pourra contribuer efficacement à la valorisation de celui-ci et de ses affluents, en démontrant ainsi l'importance du secteur fluvial au sein de l'industrie touristique. Grotte de grotte de Manzangungu est arrivée à Matadi Pouiboma. Je demanderai à ce que les organisateurs, surtout les députés parrains, Elie de Kinshasa, Adolphe Doumbassi, de m'autoriser de continuer la route vers le Congo central et je promets d'accompagner ces projets durant tout mon mandat. Comme j'ai commencé à mon introduction, on est habitué à voir des jeunes Kenyans, Rwandais, Ougandais parler du bien de leur pays. Personne ne nous visitera si nous ne sommes pas capables de vendre nous-mêmes notre pays. L'État est l'autorité qui réglemente la vie de la société. Mais la création des richesses, la publicité de notre pays, cela dépend de chaque Congolais, de quelle manière il présente son pays. Nous sommes toujours motivés à montrer les côtés négatifs, comme je dis, mais je félicite aujourd'hui une initiative qui parle de la dépollution pour mettre en valeur notre économie, notre pays et une image vendable pour que demain, le tourisme avance. Merci encore et félicitations. Rappelons le thème central de cette conférence qui est économie bleue et dépollution des eaux du fleuve Congo. Je m'en vais de manière sommaire vous présenter les trois parties qui seront en fait les éléments importants de cette conférence, notamment le fleuve Congo. L'intervenant s'est absenté vu qu'on a changé les programmes à 2 reprises à cause de cette rafale de la pandémie du Covid-19 qui nous a tous surpris. On n'aura qu'un seul intervenant qui est le professeur Kiangou, qui est historien. La deuxième partie, professeur Kiangou, historien à l'université de Kinshasa, de bien vouloir se présenter à la chaire pour faire son exposé. Le professeur Kiangou. Parole en ce mois historique pour revisiter la conscience historique du fleuve Congo. Et tout de suite une question, celle de savoir ce qu'est justement la conscience historique. Je dirais simplement ceci, c'est un état de veille dans lequel nous voulons que notre peuple s'enferme à tout moment, sans jamais le quitter, qui lui permet de ne pas défaillir en tant que communauté et société, de ne pas succomber à la lassitude et à l'usure du temps. Je vais commencer que Adam Oshald a si bien résumé dans son livre Les fantômes de Léopold II. C'est dommage que justement cette journée n'évoque plus rien pour les Congolais aujourd'hui. J'imagine même pour vous tous qui êtes ici, cet endroit ne vous dit plus rien. De façon immédiate et diversifiée, vous n'avez aucun souvenir, aucun sentiment et aucune réaction intellectuelle en étant à cet endroit, juste en face de l'endroit où commença plus ou moins notre colonisation. Ceci revient à dire que pour les Congolais que nous sommes, cette date n'est plus porteur d'aucune charge émotionnelle. Et pour l'historien que je suis, c'est une date qui est source de controverses pour l'histoire du Congo. Et de m'interroger, est-ce qu'il faut fêter ou plutôt se recueillir? Quelle que soit la réponse que l'on donnerait à cette interrogation, ce qui est vrai, c'est que cette date est très importante pour l'histoire du Congo. Elle n'est pas banale du tout.
et elle appelle une question. Pourquoi ce fleuve est-il si important pour que les Congolais doivent en connaître les événements? Et une réponse tout de suite, parce que le tracé de ce fleuve est vite devenu emblématique, puisque c'est son existence qui a modélé la colonisation à cause de son travail d'irrigation de ce sous-continent qui l'innerve avec son dense réseau hydrographique. J'aurais bien voulu qu'on puisse projeter les cartes, puisqu'en fait, par expérience, même à l'université, il m'arrive, nous donnons des cours d'histoire, et quand nous demandons à nos étudiants de nous dessiner le fleuve Congo, ils en sont incapables. Donc, c'est une des choses que j'aurais bien voulu qu'il reste dans la tête de tout le monde. Vécu que sous les jours coloniales. Nous avons encore fait dans la mémoire le film Congo, le rafio de l'enfer, qui a été réalisé en 2019. On voit ce vieux bateau, Bemani, qui remonte le fleuve de Kinshasa à Kisangani. Et de commenter, de vieux bateaux comme le Bemani en assurent la liaison entre pays. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux que nous devons impérativement assumer. D'abord, un enjeu politique. Cet enjeu consiste dans notre rapport avec cet espace. Nous devons apprendre à vivre ensemble avec les autres pays en vue de la sauvegarde de la gestion stratégique de ce potentiel. Et une commission spéciale dont le siège se trouve de l'autre côté du pôle, à Brazzaville. Et pourtant, nous avons les 62% du bassin hydrographique. C'est comme si ça ne nous disait rien. Donc quand on doit décider des problèmes de notre bassin hydrographique, bien, ce sont d'autres. Parfois même nous sommes absents de ces grands forums. Donc nous devons, au niveau de l'enjeu politique, tout faire pour récupérer notre leadership. Mais il existe aussi un enjeu diplomatique. Il faut qu'on prenne conscience, que nous soyons conscients que notre bassin hydrographique, est une rente. C'est une rente qui va booster la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Alors, ma question est celle-ci. Vous êtes professeur d'université et je voudrais savoir de quelle manière vous militez, vous personnellement, pour que cette histoire, parce que vous nous avez parlé ici, on sent que vous avez des milliers de choses à dire, mais peut-être en faute de temps, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes éducatifs congolais n'arrivent pas à mettre en place des cours qui mettent en valeur ce fleuve? C'est inconcevable aujourd'hui qu'on ait des cours d'histoire qui parlent de tout ce qui est antiquité, l'histoire grecque et tout ce qui va avec. Mais vous, en tant que professeur d'université, quels sont les efforts plutôt que vous fournissez pour qu'aujourd'hui on ait un système éducatif qui met en valeur notre culture et bien sûr notre richesse qui est ce fleuve Congo? Merci. Même les professeurs, nous sommes les premiers à déplorer cette situation. Mais je ne vais pas gémir, on ne va pas se rabattre, jeter la faute à certaines personnes. Mais le problème qui se pose, et le problème est réel, c'est que moi je suis dans une université publique. J'ai eu la chance d'aller aussi enseigner ailleurs comme aux États-Unis. C'est que
le programme d'une université dépend de l'université et de personne d'autre. Personne. J'ai été par exemple à Stanford, mais c'est eux qui décident ce qu'ils vont enseigner. Quand ils ont senti que les États-Unis avaient un problème avec l'Iran par exemple, ils ont créé un programme d'études iraniennes parce que les études à l'université doivent permettre à la société de résoudre des problèmes. Or, qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Depuis Lubumbashi, ça fait déjà plus de 40 ans, si pas 30 ans, il avait été question de reformer notre programme d'histoire. On l'a fait, mais la décision finale ne dépend pas des professeurs. C'est le ministre. Et c'est là tout le drame. Puisque si le ministre ne signe pas un arrêté pour un nouveau programme, eh bien vous pouvez tout faire, rien ne changera. Je me rappelle d'ailleurs qu'ici à l'UNIKIN, à un moment, on nous a demandé de refaire les programmes, mais le processus est tel que entre le moment où vous changez le programme à l'université et celui où le ministre signe son arrêté, il y a des étapes qui vous échappent totalement. Je me rappelle que nos amis de la faculté de droit avaient carrément intenté un procès au ministre. Le mot Zaïre, je crois que d'ailleurs le professeur Ndaïwel, mon aîné, en parle dans son livre Histoire du Zaïre et puis Histoire du Congo. C'était une déformation du mot Nzadi. En fait, Nzadi, c'est une grande étendue d'eau. Nzadi. Congo, c'est vrai. Congo avec K, Congo avec C, toute une polémique là-dessus. Mais n'oublions pas que c'est pas le bas Congo que les Occidentaux vont apposer ce pays. Et donc le premier nom qu'ils ont trouvé, c'est le Congo. Voilà. Vous savez que le fleuve ne s'appelait pas Congo en amont, c'est le Lualaba. C'est pareil avec beaucoup de rivières. Je prends la rivière Kwilu. Hein, sur certaines cartes, d'un côté c'est Kwilu, de l'autre c'est Djouma. Telle rivière Kabangu, Nko. Mais à un moment donné, on est obligé de faire un choix. Voilà. Mais il n'y avait pas que ces deux noms. Donc, le portugais, quand j'ai parlé de Padrao, en fait le Padrao c'était un bloc monolithique que les Portugais plantaient pour marquer leur présence, une prise de possession. Ce qu'ils avaient planté au Bas-Congo à l'époque de Diego Cao a été arraché par les Hollandais quand à un moment donné ils sont devenus plus forts et ça se trouve aujourd'hui dans les musées d'Europe. Donc voilà un peu ce que je puis dire à propos des noms. Même ici nous parlons de Poulmalebo, les natifs d'ici ne l'appelaient pas Poulmalebo, donc on a dit son temps le Mpombo. Donc à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord, parce que le même point ne peut pas continuer à avoir plusieurs noms. C'est vrai que voilà, quand vous êtes en Europe, pour les gens qui ne connaissent pas notre pays, que vous leur dites de venir au Congo, pour eux, ils pensent que ce qui se passe à Goma, ils n'ont pas une idée exacte, ils pensent que c'est à quelques mètres de Kinshasa. Nous avons eu parfois des difficultés à faire venir des collègues du Nord, simplement parce qu'ils disent votre pays est en insécurité. Il n'y a personne qui a envie d'aller mourir quelque part, sauf un aventurier évidemment ou un mercenaire. La deuxième chose, c'est un problème de moyens, vous en avez parlé. Combien notre pays investit dans le tourisme? Je n'ai pas de chiffres, peut-être c'est le ministre qui aurait pu donner cette réponse. Ne faisons pas comme dans la Bible où on dit nous allons moissonner là où nous n'avons pas sémé. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il faut investir réellement dans le tourisme. Il y a des pays qui vivent du tourisme. Je pense aussi que c'est peut-être la conséquence de l'infortune des minéraux. Nous avons tellement pensé que ce qui faisait la richesse, c'était strictement les minéraux, que nous avons totalement négligé
ces aspects, le tourisme. Et je crois que petit à petit, des voix s'élèvent effectivement pour dire nous devons changer, nous devons passer à autre chose. Et c'est comme ça que quand on dit en fait, aujourd'hui, sur quoi nous allons tabler? Nous devons tabler sur quoi? Je crois qu'il y a très peu de gens qui aujourd'hui vous diront nous allons tabler sur les minéraux. On va tabler sur ce grand réseau hydrographique. Mais évidemment, il faudrait impérativement donner, comme je dis, les moyens pour pouvoir attirer les gens vers ce grand réseau. Quelqu'un qui est totalement tourné vers le passé. En fait, pourquoi nous étudions le passé, c'est pour voir qu'est-ce qu'on peut faire demain. Et donc, l'historien doit faire des travaux, doit aider à avoir une conscience contemporaine, une conscience maintenant de cette richesse. Pendant mon cours, j'ai souvent donné une carte aux étudiants qui viennent en première année, premier graduat, une carte du Congo. Vous leur donnez et vous leur dites, remplissez-la. Vous donnez même quelques villes ou les rivières les plus importantes. Vous pouvez me croire, il y en a qui ne savent même pas où se trouve telle province ou telle autre province. C'est la première fois qu'ils voient tout ça. Évidemment, il y a tout ce problème d'éducation dont on vient de parler ici. Je crois que l'historien doit travailler de façon qu'aujourd'hui, la conscience, j'ai dit un éveil de conscience, pour que les gens arrivent à s'enfermer dans une vision du monde. Mais ça, il faut fabriquer, ça se crée, ça ne tombe pas du ciel. Dans les autres pays, vous voyez, on publie énormément sur tous ces éléments, toutes ces richesses. Évidemment, on doit être soutenu. On n'a pas de moyens. Moi, je me rappelle que quand j'ai été en post-doctorat à Laval, au Québec, le professeur qui m'a accueilli recevait chaque année, je ne vais pas faire le syndicaliste ici, mais il recevait chaque année 200 000 $ à dépenser en une année. 200 000 $ pour les recherches. Évidemment, ici chez nous, comme la recherche a cessé d'exister, c'est-à-dire qu'on pense que les professeurs, leur premier rôle, c'est enseigner. Mais un enseignement qui n'est pas fondé sur la recherche n'est qu'une répétition de ce que les autres ont déjà dit. Et c'est tout un problème. On ne fait pas la recherche avec des belles intentions. Donc il y a tout un travail qui doit être fait pour ramener à la conscience des Congolais toutes ces richesses touristiques qui existent. Voilà. Je dis que c'est nous les Congo, Kinshasa, qui occupons une grande partie. Alors pourquoi ce n'est pas nous qui avons le monopole d'en parler? C'est les Congo-Brazzaville qui en parlent. De vous imposer. Tout simplement, vous devez vous imposer. Est-ce que nous sommes assez forts? Est-ce que nous faisons un effort pour occuper tous ces espaces? Et quand bien même nous sommes dans certaines organisations internationales, l'autre jour j'étais aux affaires étrangères, le Congo est membre de 360 organisations internationales. Mais dans la plupart de ces organisations, le Congo ne peut pas voter, simplement parce que nous n'avons pas cotisé. Beaucoup. Nous allons juste comme des accompagnateurs. Et donc, c'est un problème de diplomatie. Nous devons renforcer notre diplomatie. Mais en même temps, nous devons être aussi forts. Quand je dis fort, économiquement, militairement, il faut être capable de s'imposer aux autres. Sinon, ce qui vous appartient, on vous l'arrache. En fait, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué peut-être quand on va avec des spécialistes dans ce domaine, mais le plus simple, c'est que c'est une compétition. Et le Congo-Brazzaville a joué de ces relations pour que la commission, c'est la ministre de Brazzaville qui est la présidente de la commission du Congo, du bassin du Congo, et pas chez nous ici. Or, c'est ce fonds-là
qui doit gérer toutes ces opportunités, tous ces financements en rapport avec le bassin du Congo. C'est triste à dire, je suis congolais et ça me... ça nous désole. Mais je crois qu'il y a tout un travail politique qu'on doit faire. Il faut que dans le chef de ceux qui nous dirigent, il y ait cette volonté de récupérer notre leadership. Tant que nous ne l'aurons pas, tant que nous serons un pays faible, eh bien, nous serons toujours des spectateurs, même dans ce qui nous regarde, nous, les Congolais. Voilà. Une dernière question, madame, une dame. Nous avons aussi bien sûr beaucoup de rivières chez nous et les lacs, notamment le lac Munkamba de chez moi. Et je travaille sur un grand projet qui s'appelle le Great Congo River Project. Et j'apporte avec moi des partenaires internationaux du monde entier, notamment des grandes universités de l'Angleterre, du Royaume-Uni, Canada et d'autres partenaires des institutions scientifiques pour l'étude justement du fleuve Congo et faire vraiment la protection. Mais moi j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, bien je suis reine chez moi, mais je cherche des partenariats à l'extérieur parce que je comprends les limites que nous avons, dont vous avez évoqué tout à l'heure, cher professeur. Et donc je voudrais savoir si vous connaissez en fait des structures équivalentes qui pourraient me recevoir justement avec le type de projet que j'ai en place. J'ai les partenaires, j'ai les financements. Et est-ce que vous, en tant qu'académique, vous avez la connaissance de partenaires ici locaux qui pourraient accueillir donc ce genre de programme que j'amène avec moi? Je suis au monde ouvert à la RTC de développement. Bon, il y a une observation. Les problèmes se posent au niveau aussi de la vulgarisation. La population a sa part de responsabilité. Le gouvernement aussi a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons suivi dans les médias que le gouvernement va financer la ville de Kinshasa à l'hauteur de 2 millions de francs congolais et 2 millions de dollars. C'est aussi un problème d'académie. Vous allez voir, on ne va pas même inviter les experts ici. Mais la politique va s'impliquer. Ce sont aussi les problèmes avec nos dirigeants. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est d'amener les experts, lorsqu'il y a de telles matières, que les experts se réunissent aussi, qu'ils puissent aussi approcher les décideurs. C'est en fait ce que je veux dire. Côté politique, nous, la politique aussi, les politiciens aussi, ils parlent de responsabilité. Laquelle? Les problèmes, c'est quoi? Souvent, on amène la population à des marches pour soutenir telle chose ou peut-être soutenir un politicien. Mais tout ce que madame a dit ici, madame la professeure a dit ici, même madame la juriste, c'est très important parce que nous aurons une guerre bientôt là. C'est la guerre de l'eau. C'est très important aujourd'hui. Donc c'est que je voulais ajouter ça, et puis c'est ça que je voulais ajouter aujourd'hui. Merci monsieur Kabengele, poursuivant. Dit dans la vidéo. Alors nous avons 5 intervenants qui vont intervenir dans cette deuxième partie qui est la pollution des eaux de rivière. On a un état de rivière à Kinshasa qui sera débattu par la professeure Céline Sikouli-Simoa, altération de la qualité de l'eau qui sera développée par l'ingénieur Dave Matins, Tena, et risque d'assèchement des rivières qui sera développé par l'ingénieur Fernand Mbouyi, réaménagement de réseau d'assainissement de Kinshasa qui devrait en principe être développé par l'ingénieur Joseph Kalechi, vu avec cette problématique de la pandémie du Covid-19, vu qu'on a réaménagé notre temps, alors il avait déjà calé un programme et cela fait en sorte qu'il n'est pas présent. Et puis il y a aussi l'approche juridique qui est un élément important aujourd'hui. Approche juridique de la protection des eaux douces en République démocratique du Congo. En fait ici il sera question d'une vulgarisation des lois, de lois qui sont connues en République démocratique du Congo, de lois qui portent sur la protection de nos eaux qui sont menacées aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et enfin, on va finir cette deuxième partie par l'état des lieux et recommandations, réglementations en matière de protection des eaux de fleuve Congo qui sera débattue par l'honorable Ados Ndombasi. Je rappelle que l'approche juridique sera débattue par maître Mathiaf qui est présente. Je l'invite également à prendre place parce qu'elle va intervenir incessamment. Nous allons commencer pour gagner du temps avec la première thématique qui est l'altération de la qualité de l'eau telle que vous le voyez dans vos invitations respectives qui sera développée par l'ingénieur Dave Matins Tena. Ingénieur Dave, je vous invite à bien vouloir vous présenter à la chaire pour faire votre exposé. Tena, je suis ingénieur forestier et je suis également spécialiste en évaluation environnementale et sociale. Alors avec vous aujourd'hui nous allons échanger sur la pollution des rivières et l'altération de la qualité de l'eau.
j'ai prévu quelques diapositives voilà, qui vont nous permettre, je parle d'échange parce que je ne vais pas monopoliser la parole, nous allons échanger bien sûr, c'est vrai que j'aurai un petit temps pour exposer, mais nous allons devoir échanger ensemble. Merci. Ça va disparaître avec le temps. Or, quand vous regardez l'image qui est là, elle nous présente différents déchets que nous avons l'habitude de jeter. Nous avons les papiers toilettes qui, on nous renseigne, font 2 à 4 semaines avant de se détériorer. Donc ils ont quand même leur temps de polluer les rivières. Nous avons les papiers journaux, les papiers cahiers, les cahiers de classe de nos frères, élèves, enfants, qui finissent généralement dans les rivières, eux qui mettent 6 semaines. Nous avons les déchets des fruits, les pommes que nous avons l'habitude d'acheter dans nos supermarchés. Quand on les jette, ils mettent 1 à 5 mois avant de disparaître. Nous avons les gants en plastique, nous avons les bois. Nous sommes ici dans un très beau cadre qui est fait pratiquement en bois. C'est un bois traité, donc ça a un temps. Et quand ça va périmer et tout, qu'il faudra remplacer, malheureusement, il n'y a pas une politique de collecte et généralement, on les retrouve dans les cours d'eau. On se dit c'est du bois, c'est biodégradable, mais ça prend du temps avant de se dégrader. Et là, on nous renseigne qu'ils mettent pratiquement 13 ans avant de se dégrader. Nous avons les boîtes de conserve qui prennent beaucoup de temps, 50 ans. Nous avons les piles qui mettent jusqu'à 200 ans. Nous avons on parle de Pampers, les couches, voilà, qui mettent beaucoup de temps également. On parle de 400 à 500 ans. Nous avons également les bouteilles en verre. C'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus dans le plastique. Le plastique, il prend beaucoup de temps. Vous verrez là, le plastique, c'est également 400-500 ans. Mais nous avons les bouteilles en verre, on ne sait pas les déterminer. On ne sait pas s'ils prennent beaucoup plus de temps que les plastiques ou autres. Donc, ces actes que nous posons, de manière volontaire ou involontaire, ont quand même une conséquence. Les déchets ménagers, c'est tout ce qu'on produit dans nos maisons. Les déchets de cuisine, les verres, les cartons, les plastiques, les textiles, les chaussures en bottes. Donc, on retrouve un peu de tout, les boîtes, tout ce qu'on retrouve dans nos ménages après qu'on balaye, qu'on dépose au coin. Je ne sais pas si c'est fait sciemment ou bien on rejette nos responsabilités. Parce que généralement, ceux qui vident nos poubelles, ils sont moins informés que nous. Mais nous prenons quand même, excusez-moi de dire, cette audace, de leur confier la gestion de nos déchets. Et eux, ils le font, c'est un peu les conséquences également que nous avons. Donc, à part les déchets ménagers, nous avons également les déchets dits inertes. Ce sont des déchets de construction. Généralement, quand on réalise des constructions, il faut détruire les murs, il faut remblayer. Alors, tous ces déchets, on les rassemble dans la catégorie des déchets inertes. Ensuite, nous avons les déchets spéciaux. Alors, pour les déchets spéciaux, c'est tous les déchets, ampoules, emballages, produits de bricolage, tous ces déchets qui ont généralement une étiquette qui est censée retenir notre attention. Parce que souvent, nous avons ces types d'étiquettes où il y a une tête de mort, il y a explosif. C'est pour retenir notre attention et nous dire que, tiens, attention, ce produit est dangereux. Donc, vous devez le gérer d'une certaine manière. Alors, ceux-là, nous, on les a regroupés dans le cas de déchets spéciaux. Malheureusement, dans notre gestion de déchets, on ne tient pas compte de toutes ces informations. Alors, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été loin. En conclusion, nous sommes conscients, c'est peut-être de manière consciente ou inconsciente, les actes que nous posons au regard des rivières qui nous entourent. Si nous voulons que la situation change, la balle est dans notre camp. Si nous aimerions également que le statu quo règne, c'est également à nous de maintenir nos activités au quotidien. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est que nous puissions nous abstenir de jeter tout type de déchets dans l'environnement et principalement dans nos rivières. Je vis et je vous remercie. Nous allons procéder à l'étape suivante, celle de questions-réponses, mais nous devons gagner du temps. Nous avons... C'est mieux... Non, c'est mieux de questions-réponses. Le professeur peut venir. Non, c'est Fernand. Nous invitons l'ingénieur Fernand qui va parler de la question d'assèchement. Vous l'avez même suivi dans l'interview, dans le reportage, qui a parlé, qui nous a un peu interpellés sur cette question de pollution des eaux de rivière qui menace notre rivière à la disparition, à son tarissement, à la sécheresse. Alors il viendra plus développer à ce sujet parce qu'il a prévu. Ingénieur Fernand, nous vous invitons à bien vouloir vous présenter ici à la chaire pour faire votre exposé. Comme je le disais tantôt, je réponds au nom de Fernand Kadimamboui, je suis ingénieur en environnement, je fais le systémique, gestion de la biodiversité, conservation de la nature et savoir endogène de l'Université de Kinshasa.
Alors ici, nous sommes en train de tirer à la sonnette d'alarme pour dire que faisons attention, sinon nous allons perdre notre majestueux fleuve Congo. Donc il risque de s'assécher, il risque de tarir. Nous avons prévu une brève introduction, nous parlerons de quelques concepts et aussi nous présenterons le fonctionnement naturel de rivières, ce qui nous conduira à parler des causes d'assèchement et aussi à donner quelques suggestions avant de conclure. Alors les problèmes environnementaux sont à prendre en global. Les problèmes environnementaux sont intimement liés. Il n'est pas bon de considérer un problème environnemental isolé de l'autre. Ils sont tous liés. Vous voyez qu'ici nous parlons du bassin du fleuve Congo qui abrite près de 100 millions de personnes, qui représente 30% des ressources en eau douce du continent africain et aussi qui est réparti dans 6 pays. Le professeur venait d'en parler ici. Le fleuve Congo est énorme. Donc lorsque s'il arrivait que le fleuve tarisse un jour, il y a des populations rurales qui seront beaucoup plus touchées parce qu'il y a de ces coins où les populations ne subsistent que par l'exploitation du fleuve Congo. Voilà. L'exploitation du fleuve Congo. Oui, oui. Ah, c'est quoi une rivière? La rivière, c'est un cours d'eau naturel qui se jette dans une autre rivière, ou bien dans un fleuve, dans la mer, dans un lac, ou encore qui se perd dans le sable. Son débit est en principe moins abondant que celui d'un fleuve, mais plus que celui d'un ruisseau. Alors, avant que nous arrivions au point d'assèchement ou bien d'étarissement d'un cours d'eau ou bien d'un fleuve, il y a une étape qu'on appelle étiage, c'est-à-dire que nous allons constater que le débit va diminuer. Il y aura les débits faibles et c'est bien après la diminution du débit qui peut-être ne sera pas constatée ou bien qui sera visible parce que ici nous parlons de la pollution. Lorsqu'il y a de matières qui empêchent le fonctionnement ou le bon fonctionnement naturel de la rivière, c'est là que nous pouvons constater qu'il y a étiage, donc un débit exceptionnellement faible d'un cours d'eau. Et c'est après cette étape que nous parvenons à voir l'assèchement proprement dit, qu'on appelle à sec, qui est le cas le plus extrême de l'étiage, c'est-à-dire le cours d'eau a diminué en débit jusqu'à se perdre même dans le lit. La figure première, pour parler du fonctionnement naturel de la rivière, vous verrez qu'il y a 2 parties. Nous allons aborder les problèmes pour savoir qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui de parler du risque d'assèchement et comment cela se présente. Nous avons énuméré 4 causes d'assèchement de rivière, ou bien 4 causes qui peuvent demain ou après-demain nous conduire à parler de la disparition du fleuve Congo. Le premier, c'est le changement climatique. La première cause, c'est le changement climatique. Vous remarquerez que les canicules sont devenues régulières plutôt, et nous parlons de l'irrégularité des précipitations. Il y a plus de soleil, il n'y a pas de pluie. Nous devons tous les constater, nous qui habitons ici à Kinshasa et ailleurs aussi. Donc il y a perturbation des saisons due au changement climatique qui ont aussi de l'influence sur les rivières. Il y a l'instabilité des cycles de l'eau. Les cycles que nous venons de présenter, la présence de l'eau sur la Terre sous différentes formes, ces cycles, eux, perturbés. Alors nous pouvons aussi souligner la déforestation, car il est aussi important de souligner qu'il y a une étroite relation entre la forêt et les eaux. Les ensablements, c'est aussi une cause que nous avons voulu insérer ici. Alors ici, nous parlerons de l'exode rural. Vous remarquerez qu'ici, dans notre ville, il n'y a aucune condition pour que quelqu'un s'installe dans une commune, par exemple. Quelqu'un qui vient d'un village ou d'une autre ville peut venir et s'installer où il veut. Il suffirait qu'il achète une parcelle. Alors, le fait qu'il y a plus de concentration de population que comme il était prévu lorsqu'il y a eu séparation en communes et autres de la ville, cela conduit au ruissellement où ça favorise les dégradations des sols et l'accélération même des érosions, ce qui cause les ensablements. Ici, il faudra aussi souligner que ceux qui exploitent les sables dans les rivières font bien parce qu'ils enlèvent ces sables qui diminuent d'abord la profondeur des rivières et qui conduiront demain à son assèchement. Nous avons aussi parlé des émergences des constructions anarchiques. Là, vous allez voir dans les images qui vont suivre qu'il y a rétrécissement des lits de cours d'eau et aussi spoliation de cours d'eau. Il y a des endroits à Kinshasa où quelqu'un a acheté la berge d'un cours d'eau. Nous avons aussi parlé de la pollution plastique. Nous signalons ici que le fleuve Congo est surnommé le fleuve de plastique. Vous pouvez faire des recherches, vous verrez que c'est vrai. Le sable dans la rivière, ça diminue la profondeur de la rivière et aussi
ça permet à ce que l'assèchement de la rivière soit favorisé. Et là, nous parlons de construction anarchique. La photo 7 nous montre une ramification de la rivière Njili qui est polluée. Donc les gens ont eu à acheter jusque dans la rivière. Et ils ont laissé un petit passage d'eau, mais qu'ils ont aussi encore étouffé par leurs déchets. Vous voyez, il y a 2 murs de parcelles, et là, il n'y a plus d'existence de la rivière, donc cet prolongement de la rivière Njili est presque inexistant actuellement. Et nous avons la photo 8 et la photo 9 qui montrent clairement ce que nous sommes en train de parler, l'assèchement ou bien l'établissement des cours d'eau. Vous verrez que là, il y a une petite coulée. Merci à tous, je salue l'Auguste Assemblée, merci aux organisateurs pour cette opportunité qui m'est offerte pour parler de l'état de rivière. Nous venons de suivre les 2 intervenants que je félicite qui ont commencé déjà à aborder la question en termes d'altération, pollution de cours d'eau que nous connaissons dans la ville de Kinshasa. Moi, je vais plutôt évoquer d'autres aspects particulièrement. S'il vous plaît, vous voulez un mot de plein écran, c'est bon? Ça va. Alors, oui, allez-y. Voilà, je vais évoquer cette question sur 3 volets particulièrement. Le premier volet, oui. Voilà. Excusez-moi parce que je n'ai pas tout l'écran avec moi. Permettez que je bouge un peu. Je m'excuse. C'est déjà parti. C'est aux décideurs qu'il faut s'adresser maintenant. Le problème est déjà là, mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc c'est dans les pistes de solutions. On peut commencer, je vous en prie. Alors, nous avons plusieurs rivières. On vient de tirer la sonnette d'alarme pour dire que ces rivières sont dans un état de santé alarmant. C'est l'asphyxie à cause de la présence des immondices et aussi de toutes ces pratiques inappropriées qui entraînent finalement un dysfonctionnement de ces cours d'eau. Je vous en prie, second diapo, on va aller vite. Il venait de particulièrement, je crois que c'est l'ingénieur Tenatena qui a parlé de différents éléments. Il a invoqué les DSM, les déchets solides ménagers, mais je vais ajouter les eaux résiduaires urbaines. Je vais ajouter les déchets municipaux qui viennent des écoles, des stades, des différents bureaux, des marchés, les déchets des hydrocarbures. Nous avons fait des études qui nous ont démontré combien les déchets, ce que l'on appelle communément ça est foutu, c'est un lubrifiant qui est aux fosses septiques. Mais aussi, ce que l'on n'a pas comptabilisé ici, ce sont les eaux usées. Les eaux usées, les eaux grises et les eaux vannes. Où vont ces eaux? Dans nos fosses septiques, certes, mais il y a des vannes qui se dirigent tout droit vers les rivières. S'il vous plaît, next. Voilà, ça c'est ce que l'on a brossé. Moi, je vais juste revenir sur un aspect. L'image qui est à notre gauche présente une rivière totalement obstruée. C'est une rivière malheureusement, mais on ne sait rien voir. L'image qui est à notre droite présente, vous connaissez le pont Lomata, juste dans le quartier Bribano. En dessous, cette eau-là est colorée par les matières en suspension, les matières fécales qui sont totalement déversées dessus. Et là, vous avez Yolo, on a parlé des encombrants. Là, vous avez un matelas, un vieux matelas que nous avons trouvé dans la rivière. Et juste plus loin, vous verrez, nous avons trouvé l'habitat des fous. Donc, nos rivières, en soi, sous les ponts, on trouve des fous. Donc, ils vivent là, ils mangent là, ils font tout là, ils font les nettoyages, etc. On peut continuer? Alors, tout ce phénomène, ces rivières, en fait, reçoivent tout ce qui vient de partout. Là-bas, vous avez le marché de Bumbu qu'on appelle Wendia Selimbao. Et là, ce sont les déchets municipaux. Vous avez plusieurs types de déchets. Next, image suivante. On va expliquer tout simplement comment cela se passe. Aujourd'hui, la Terre a un 7e continent. C'est le 7e continent qui est fait des tonnes de plastique. À peu près 150 millions. Mais comment cela se passe? Ça va de crescendo. On commence par les DSM, déchets solides ménagers, qui vont tout droit, soit au niveau du quartier, soit au niveau d'un village. Ensuite, ce sont les déchets communaux ou de territoire. Ensuite, c'est la province qui reçoit ce paquet de déchets qu'on va retrouver en Passa. Et puis, nous avons les déchets de tout le pays qu'on comptabilise.
puis finalement de la région, par exemple, la région Afrique, etc., et le continent, ensuite de l'univers. Et aujourd'hui, le 7e continent est une réalité. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous constatons? Nous nous sommes donné ce devoir en tant que scientifiques. Ici, en termes de monitoring, tout à l'heure, on a parlé des éléments. Ces éléments-là permettent de comprendre, quand nous parlons d'état de santé des rivières, qu'est-ce que nous voulons dire? Quand nous parlons d'état de santé, ici, on n'a donné que 2 petits exemples en termes de signature de chaque rivière, en amont et aval. Amont, avant que les pratiques ne se fassent. Aval, c'est-à-dire après ou post-pratique. Et nous pouvons avoir des signatures propres à chaque cours d'eau. Et ces signatures montrent ou nous permettent de comprendre la composition de l'eau pendant ce moment-là. Ce qui est intéressant ici, que je peux juste soulever pour ne pas aller loin, c'est la concentration en sulfate. D'où viennent ces sulfates? Des industries. D'où viennent ces sulfates? Des cosmétiques. Nous utilisons les produits de beauté, les laits de beauté, les savons, etc. Eh bien, ça se trouve là-bas. Quand on nettoie le corps et on l'envoie, les déchets dans, disons, les eaux usées, que j'ai appelées les eaux grises, on les envoie dans la rivière, voilà ce que ça crée. Et ça crée de sérieux problèmes. C'est pourquoi, dans la suite, oui, allez-y. C'est pourquoi nous avons essayé de regarder plus loin par rapport à d'autres aspects, notamment les matières en suspension, les taux des solides dissous, en regardant également d'autres conditions, par exemple la conductivité, pour savoir dans ces rivières-là, est-ce que la dissolution des éléments minéraux, comment s'est-elle faite? Est-ce qu'elle altère de manière conséquente la rivière? Et là, nous avons également fait des analyses en son temps sur ce système, les deux, hein, bien Marie Moutomboé. Et nous avons constaté qu'effectivement, il y a un système qui fonctionnait, mais l'autre qui ne fonctionnait pas. Et le recyclage, la valorisation des différents déchets, parce que avant de les amener au CET, en passant, il faut d'abord les trier. Next. Next. Voilà. Pour comment on doit les trier, il faut d'abord comprendre le phénomène, l'alpha et l'oméga du déchet. L'alpha, c'est d'où vient le produit. Aujourd'hui, on parle de plastique. Mais le plastique, pour l'avoir, il part de quoi? On doit le comprendre. Donc, on doit connaître l'alpha et l'oméga. Ce plastique, après, il deviendra quoi? On ne voit que le plastique, mais les autres, on ne les voit pas. Les chemises, les habits que nous portons, les ordinateurs, tout ce que nous avons, vient de parler des masques, tout ce que nous utilisons, ça finira par devenir quoi? De ce festival, parce que je sais que c'est très important qu'on parle de l'environnement en RDC, ça n'arrive pas souvent, et qu'on parle aussi de notre fleuve. Il est un élément unificateur de notre pays et il pourrait nous permettre d'occuper une place importante sur le continent et dans le monde si jamais on met en avant une diplomatie environnementale, un peu comme l'a dit le professeur au début. Voilà. Donc je vais essayer d'être succincte et concise. On a déjà abordé plusieurs aspects de mon intervention. Premièrement, définir un peu le contexte, parler des enjeux, du cadre juridique et proposer quelques pistes de solutions. Alors, pour le contexte, j'ai préféré parler des eaux douces parce que d'abord dans l'arsenal juridique congolais, on ne parle pas d'eau douce, on parle des eaux souterraines, de surface, et au niveau international, on parle plutôt des cours d'eau. Les eaux douces, c'est dans nos lois, mais ailleurs, on parle de plus en plus du droit à l'eau. Le droit à l'eau, c'est le droit à avoir de l'eau potable, mais aussi à pouvoir jouir de l'eau, non seulement d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue social et culturel. Ailleurs, il y a des sociétés qui étaient basées autour de la gestion de l'eau. Ici, chez nous, on peut par exemple parler des Wadonia. Et du point de vue culturel, il peut aussi arriver que certaines communautés aient des rites propres en rapport avec l'eau. L'un des derniers points que j'ai considéré dans le contexte, c'est que
au cours de cette année, on a initié, l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement a initié ce qu'on appelle la décade de restauration des écosystèmes. Donc il y a, dans la plupart des activités environnementales, on va parler de comment restaurer les écosystèmes, veiller à ce que les écosystèmes ne soient pas altérés. Alors, là sur l'image, vous voyez, c'est une photo que j'ai prise au niveau de Maluku, au port de Ngafura. Et pour moi, elle résume un peu les différentes problématiques que nous avons avec la gestion du fleuve. Si vous regardez là, il y a quelquefois des enfants qui rôdent et qui veulent boire de l'eau. Ils n'ont pas toujours accès à l'eau potable. Il y a un niveau élevé de pollution parce qu'il y a des plastiques, il y a les déchets, divers déchets qui sont rejetés juste à ce niveau-là. Il y a un problème de biodiversité. Bon, je n'ai pas mené d'études là-dessus, mais on vient d'en parler. Et puis même quand vous voyez la qualité des poissons qui viennent juste de là, vous savez voir que ce ne sont pas toujours sains. Il y a des gens qui font la pêche dans les environs. Il y a des gens qui cultivent dans les environs, peut-être pas directement, mais il y a des gens qui, pour l'industrie extractive. Ça, ici, c'est au niveau de Kinshasa, mais lorsqu'on va, par exemple, à l'est du pays, dans le Kivu, on a au niveau du lac, je pense que c'est Albert, je ne sais pas si c'est gorge de textes juridiques en rapport avec l'environnement. Certains sont un peu antique, mais les textes existent. Donc on a la Constitution de la République, Madame professeure qui est passée avant moi l'a mentionné. Les articles qui parlent beaucoup plus de l'environnement sont 53 à 58. Il y a la loi du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Il y a la loi du 31 décembre 2015 relative à l'eau, qu'on a mentionné. Alors au niveau international, il y a la Convention des Nations Unies sur la biodiversité et il y a la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Ça va principalement s'appliquer aux différents cours d'eau que nous avons en commun avec certains de nos voisins. Et donc, le gros de mon exposé se résume aux pistes de solutions. Je pense que je vais me déplacer parce que je ne vois rien. Alors, je disais, pour la loi relative à l'eau, dans son article 13, alinéa B, fait également jouer les mécanismes internationaux de recours pour faire valoir notre droit fondamental à un environnement sain et notre droit à l'eau. C'est le droit de tous les Congolais de jouir d'une eau potable, c'est le droit de tous les Congolais de jouir du courant qu'ils peuvent obtenir de l'exploitation de l'eau, mais également des ressources, des autres ressources que l'exploitation de l'eau peut générer. On a mentionné tantôt le tourisme et la biodiversité. Alors, je vais aller j'ai bientôt fini, je vais aller, la première de mes propositions, c'est l'inspection du niveau de pollution de nos eaux douces, de nos cours d'eau. Le professeur l'a mentionné tout à l'heure, c'est très important. On ne sait pas toujours à quel niveau, quelle est l'ampleur du problème de la pollution dans nos cours d'eau. C'est très important de le savoir. Ensuite, le recensement de notre biodiversité pour une réelle internalisation des coûts lors des études d'impact environnemental et social, mais aussi pour une meilleure évaluation de la valeur de nos écosystèmes. Alors, j'explicite un peu. Lorsqu'on prend par exemple le projet INGA, on va vous dire
pour le construire, il va coûter autant. Et le fait qu'on vende le courant, par exemple, aux pays limitrophes, ça va nous rapporter autant. Mais ils oublient de comptabiliser dans le coût de ce projet ce que ça va nous coûter à nous en termes de revenus autres, c'est-à-dire la biodiversité qui n'est pas encore recensée dans l'eau. Au moment où on va altérer le cours de l'eau, combien est-ce que ça va coûter? Quel sera le coût de ce qu'on va perdre en tant que possibilité de faire de l'écotourisme, par exemple, en tant que possibilité d'attirer des investisseurs qui viennent, par exemple, pour visiter des poissons que nous sommes peut-être les seuls à avoir. Si nous ne pouvons pas prendre en compte ce genre de choses, nous n'aurons jamais le coût réel des projets que nous avons au niveau du pays. Ensuite, vulgariser auprès des populations locales et autochtones leur droit de participation à la gestion de leur communauté. Très souvent, on a l'habitude ici, non, le gouvernement est allé l'habit du Camboyo, maman première dame est allée l'habit du Camboyo, alors qu'en fait, nous avons une grande part aussi de notre côté à jouer dans la gestion de nos ressources et dans la gestion de notre communauté. Compléter et mettre à jour notre arsenal juridique en la matière, encourager la répression des infractions qui mettent en péril les ressources des générations futures. Alors en RDC, on a beaucoup de lois, mais on manque souvent les textes d'application. Donc il faut... Donc je suis reine traditionnelle du peuple bantou du Brésil. Donc ici nous parlons donc de deux grands bassins. Professeur, vous aviez mentionné tout à l'heure le bassin. On fait un travail sur l'international surtout, puisque justement nous avons à gérer des thématiques comme celle-ci. Et bien souvent, moi j'ai grandi ici, je suis Monakin, à Lemba, donc nous avons Lemba. Moi j'ai joué dans les rivières quand j'étais petite. J'ai joué pour chercher de l'argile, pour faire les bikeko. Hein, donc moi je suis Monama et donc... Axé sur le thème économie bleue et dépollution des eaux du fleuve Congo. Je vais m'avoir associé à l'activité afin d'y apporter ma modeste contribution. Un thème fort à propos, car il se rapporte à l'une des ressources congolaises les plus stratégiques, en l'occurrence l'eau. Comme vous le savez, la RDC dispose des ressources hydriques riches et diversifiées qui font de notre pays l'un des plus riches du continent en or bleu. En effet, le majestueux fleuve Congo, long de 4700 km, traverse tout le territoire national depuis sa source au Lualaba jusqu'à son embouchure à Banana, où il se déverse dans l'océan Atlantique 80 000 mètres cubes d'eau chaque seconde. Sur son parcours, le fleuve Congo reçoit la contribution de plus de 30 rivières qui constituent un réseau hydrique vaste à travers le pays. À ma décharge, je ne suis pas expert en hydrologie ou en ressources hydriques. Moi, je suis diplomate, négociateur, expert dans des négociations multilatérales sous l'égide des Nations Unies. Et donc, ce qui a été dit avant moi ici a été dit avec beaucoup de compétences et d'expertise. Je vais essayer d'emmener ma petite contribution au débat. Et je dois pointer Soraya du doigt parce que si jamais je suis effectivement négociateur pour le pays... Avant de parler du potentiel énergétique du fleuve Congo lui-même, je voudrais qu'on parle un peu du problème énergétique du Congo et des raisons qui ont fait qu'aujourd'hui le Congo ne soit pas pleinement électrifié. Et puis après, je vais parler des solutions pour électrifier le Congo et comment le fleuve va apporter des solutions. Donc je voudrais qu'on se concentre, qu'on s'éloigne un peu du fleuve Congo, on va y revenir, mais parlons plus de l'électricité au Congo. Il faut regarder là, quand tu fais en termes d'enjeux, puisqu'on m'a demandé de me pencher sur les enjeux du fleuve Congo, j'en ai répertorié 4 à 5. Le premier enjeu est bien entendu économique, parce que ce fleuve représente véritablement l'épine dorsale du pays. Il s'étend sur 4371 km et il y a différentes contrées, il y a différentes villes, différents villages tout au long de ce fleuve.
Et donc, lorsque certains experts en transport parlent de transport multimodal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transporter un bien ou une personne d'une partie à l'autre du pays, il faut pouvoir faire des transbordements, il faut pouvoir passer du fleuve au rail, du rail à la route. La partie fleuve est la partie la moins coûteuse, la moins onéreuse. La tonne transportée la plus chère, c'est celle qui est transportée par avion. Ensuite, le coût le plus important, c'est la tonne qui est transportée sur la route. Vous n'avez pas d'impôt à payer pendant 3 ans. Et les gens vont investir, parce qu'ils se diront, bon, au lieu que j'achète un camion, où je vais le taxer, il y aura des droits de passage à chaque péage. Je vais investir dans ma baleinière, que je vais emmener au Bandundu là-bas ou en Équateur. Donc, autre élément portant sur le côté économique, c'est les ressources halieutiques. Nos poissons meurent de vieillesse dans ce fleuve. Et entre-temps, on importe
C'est pour les gens comment ils sont en train de manger. Hein? Ça va être drôle. Faut qu'on ait tous les éléments. Les éléments culinaires, Hongili malone lone lwe wanga wanga. Hongili malone lone lwe wanga wanga. Woyo lekela mboka wolo take tumba. Okongo wone wote woko temela nchoka nyololo take tumba. Maningando ekolale. Hela kensa mbeta alu yela o ekono. Hongili malone.